Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver et je me rends compte que je vous ai pas souhaité bonne année dans la précédente vidéo qui était la première vidéo de l'année, donc je vous le dis ici, bonne année, j'espère qu'elle sera pleine de bonnes choses pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon top 7 des meilleures lectures de 2022. J'avais déjà tourné cette vidéo avant, en même temps que la précédente vidéo, mais en fait j'avais filmé genre mon top 20, un truc comme ça, et j'avais mis toutes les lectures que j'avais un tant soit peu aimées ensemble, et en fait c'était trop long, c'était trop chaotique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais plutôt découper en 3 vidéos différentes. Donc là il va y avoir vraiment les 7 plus gros coups de cœur de l'année 2022, ça a été difficile de choisir. Après il va y avoir des graphiques que j'ai vraiment beaucoup adoré, et ensuite d'autres lectures qui m'ont marqué. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner si vous avez envie de voir la suite, à liker aussi et à commenter, ça me ferait super plaisir. Aussi je voulais commencer en vous montrant un dessin que ma sœur a fait, et elle est en train de créer son entreprise pour faire des goodies, de l'illustration, etc. Du coup je lui ai dit que je lui ferais de la pub dès que sa boutique serait ouverte. Sa boutique est pas encore ouverte, mais voilà, si je peux déjà vous faire un petit peu baver, elle m'a offert ce dessin qu'elle a fait elle du coup à mon anniversaire. Peut-être certains d'entre vous auront reconnu, mais ça vient de Miu Miu Power, c'est Zoé Ichiro je crois en japonais. On commence tout de suite avec le premier livre, il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui a été traduit et qui est même sorti en poche, Les 7 maris de Evelyn Hugo. Je crois qu'il est sorti chez Pocket. Ici on suit l'histoire d'une actrice fictive qui s'appelle donc Evelyn Hugo et qui a été mariée 7 fois, et ça a créé un petit peu le scandale, il y a eu pas mal de questions autour d'elle, et c'est vraiment une icône de Hollywood, une icône du cinéma. Un jour quand elle est assez âgée, elle va appeler une journaliste pas franchement très connue dans le métier pour que cette journaliste écrive sa biographie et relate l'histoire de ses 7 mariages et nous confie en fin de compte qui était parmi toutes les personnes qu'elle a côtoyées son vrai amour. Tout le monde se demande pourquoi cette petite journaliste, même la journaliste se demande pourquoi moi parmi tous les autres. On va suivre un petit peu ces deux histoires, celle de cette journaliste mais aussi celle de Evelyn Hugo et de tous ses mariages. J'ai trouvé que c'était un livre très chouette parce que c'est fictif mais franchement on pourrait penser que non. L'autrice elle nous sort plein de noms, elle a créé vraiment un espèce de Hollywood parallèle avec plein de stars, plein de différents films, de tubes, de choses comme ça, et du coup on s'y croirait presque, ça fait un peu rêver, c'est assez agréable de voir ce qui se passe dans les hautes sphères. Taylor Jenkins Reid l'écrit vraiment très bien, à tel point qu'à la fin on se dit, c'est un peu comme Daisy Jones and the Six, premier livre que j'avais lu d'elle, où on suivait un groupe de musique fictif, à la fin on se dit, mince, j'aurais bien aimé que cette actrice existe pour de vrai, j'aimerais bien voir ses films, ils parlent de scènes cultes comme si elles existaient vraiment, et à la fin on se dit, moi aussi je veux voir ces scènes cultes, moi aussi je veux comprendre c'est quoi la ref. Ce qui est trop bien chez cette autrice, c'est qu'elle a vraiment créé un univers. Après il y a un autre livre que j'ai lu d'elle, Les Sirènes de Malibu, où on retrouve des personnages qu'on avait là-dedans. Carrie Soto is Back, qui est son dernier, qui a pas encore été traduit, on retrouve encore des personnages qu'on connaissait, et ce qui fait qu'au final ça a quelque chose de presque comme une saga, presque comme une série en film, une série télévisée, presque un univers hyper chouchou où on retrouve des personnages, et au final tout simplement c'est presque comme si c'était des vrais acteurs, des vraies stars du cinéma, si c'était de vrais personnages, puisque on les côtoie de livre en livre, et c'est super intéressant. Et puis du coup ça parle d'une période historique de Hollywood, alors c'est sur une très longue période, mais du coup c'est très très intéressant de voir. Alors je suis désolée s'il y a du bruit, ça fait 3 jours, les voisins sont en plein emménagement, je sais qu'ils font, ils mettent des cartons, ils font des ça ne s'arrête pas, bref. Et j'ai trouvé que c'était très chouette aussi parce que c'est une belle histoire d'amour, et il y a plein de messages super chouettes sur ce que c'est que d'être une femme, et une femme racisée dans ce milieu et dans ces époques-là. En fait les différentes raisons pour lesquelles elle a eu 7 maris, elles sont super intéressantes, il y a des sujets assez forts qui sont abordés je trouve, et qui sont bien abordés, c'était vraiment très touchant. Donc vraiment je suis super contente, et puis j'ai tenu à mettre ce livre aussi dans ce top parce que grâce à ce livre j'ai vraiment plongé encore plus dans l'univers de Taylor Jenkins Reid. On enchaîne avec le suivant, c'est Quality Land de Mark Uwe Cline chez Actes Sud. Le tome 2 sort bientôt, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, et ce livre-ci je vous en ai parlé dans la vidéo encore d'avant, donc je vais pas m'étaler. C'est de la science-fiction, c'est un roman d'anticipation qui se passe dans un futur très proche où les IA et les robots font partie intégrante de notre vie, et il y a
4 grosses enseignes qui gèrent vraiment un petit peu le monde, ils gèrent vraiment beaucoup. On a un espèce de Amazon, un espèce de Facebook, un espèce de moteur de recherche universel, c'est très caricatural comme livre. C'est un livre qui est bourré d'humour, vraiment super drôle, hyper moqueur, hyper ironique. C'est vraiment une satire de notre société actuelle. Et du coup, c'est de la science-fiction, mais c'est très facile de se dire ça peut arriver littéralement demain, ce qui est aussi un petit peu effrayant. Mais du coup, c'est vraiment, j'ai trouvé que l'auteur était super drôle et grâce à cet humour, il arrive à faire passer plein d'idées super fortes et super intéressantes qui sont véhiculées par des personnages très touchants, très proches de nous, qui sont hyper intéressants parce que ils permettent vraiment de remettre en question certains préjugés, je trouve. Le livre suivant, on change un petit peu de registre et d'ailleurs je suis assez contente parce que dans ce top 7, il y a pas mal de choses différentes. On a de la romance, on a du contemporain, on a de la science-fiction, de la fantasy. Mais du coup, on retrouve My Dear Fucking Prince de Cassie McQuiston chez Lumen. Il est pas mal connu, il est passé partout, donc je vais le résumer très vite. En anglais, c'est Red, White, Royal Blue. C'est super dur à dire le rrrr. Et en fait, je l'avais vu l'année dernière, au moment où tout le monde sortait les tops de l'année 2021. Il y avait plein de gens qui l'avaient lu, il avait pas encore été traduit à ce moment-là, mais plein de chaînes anglaises ou plein de français qui l'avaient lu en anglais. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas lui donner une chance. On suit 2 personnages, on suit le petit-fils de la reine d'Angleterre, si je dis pas de bêtises, et le fils de la présidente des États-Unis. C'est évidemment fictif. Et donc on est en pleine campagne, et en fait ces 2 personnages-là, a priori, se détestent, et un jour il va y avoir un incident diplomatique qui va faire qu'ils vont être obligés de passer du temps ensemble pour racheter leur conduite, faire semblant que tout se passe bien entre les États-Unis et l'Angleterre et entre du coup ces 2 représentants de ces pays-là. Et à force de passer du temps ensemble, je vous le donne en mille, ce qui va se passer, il va y avoir une petite histoire d'amour qui potentiellement va se créer. C'était super chouette parce que on avait vraiment l'impression de traîner avec une bande de potes, que ce soit les amis de ce gars, je me souviens plus de leur prénom, je crois que c'est Alex et Henry, bingo. Et du coup, on traînait beaucoup avec ses amis, avec sa sœur et tout, donc il y a vraiment cette impression d'être parmi une bande de copains et leur dynamique elle est hyper cool. En général, les enemies to lovers, c'est vraiment pas des tropes que j'aime parce que ça m'envoie pas du cocooning, mais là c'était super bien fait, c'était hyper cute. Et du coup il y a tout ce cheminement où on a l'un des personnages qui sait déjà qu'il est homosexuel depuis quelques années et un des personnages qui découvre un petit peu sa bisexualité, et c'était super intéressant du coup de suivre son cheminement et ses questionnements. C'est aussi hyper mignon et puis bah c'était un petit peu spicy, on va pas se mentir, et ça c'était très cool. Voilà, et puis j'ai trouvé que Cassie McQuiston, c'est une autrice qui écrit avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de diversité, beaucoup de chaleur, beaucoup de respect et beaucoup de maturité. C'est-à-dire que ces personnages, ils se posent des questions intelligentes, mais aussi on sent qu'elle veut un petit peu éduquer son lectorat, mais de manière hyper bienveillante et pas forcée. Mais par exemple, elle va parler du fait de se protéger quand on a des rapports, même quand il n'y a pas de risque de tomber enceinte, par exemple. Et du coup, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a plein de livres où ils en parlent pas et je suis en mode ah mais c'est fondamental de parler de ça quand on fait des scènes spicy. Elle arrive à parler de consentement, de protection et de choses comme ça tout en restant dans une vibe hyper sexy, hyper sensuelle et tout, et du coup ça c'était très chouette. Vraiment, je le recommande à 100%. Ensuite, le prochain livre, je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai lu sur liseuse en début d'année, et je dois avouer que j'ai eu un début d'année qui était hyper inspiré par 2 personnes, par Paper Palace et par Cornelius. Bon, il faut dire que ces 2 personnes m'inspirent de manière générale beaucoup dans mes lectures. Quand ils aiment une lecture, je suis à peu près certaine que je vais aimer. Alors, dans une moindre mesure, des fois je sais qu'il y a des choses qu'ils adorent qui me plaisent pas ou quoi, mais il y a eu de ces livres en début d'année et fin d'année 2021 où vraiment je me suis dit, ils les ont adorés, je sais que je vais les adorer aussi. Et du coup, je me suis tournée vers ça. C'est des livres aussi très populaires qui ont fait beaucoup parler d'eux, donc je les ai vus passer ailleurs que sur leur chaîne, mais disons que quand Cornelius ou Paper Palace et même Alex Bouquin Prada en soi disent tiens, ce livre il est vraiment génial, parfois ça me fait le déclic de me dire c'est peut-être le moment d'essayer à ton tour de le lire. Et du coup, ce livre aussi, c'est Vita Nostra, et je crois que quand je l'ai lu, alors vraiment ça a été je pense ma première lecture de l'année, ça a été vraiment tout début janvier. J'arrête pas de me référer à d'autres gens, mais ça a du sens. Paper Palace en parle dans sa vidéo de ses livres préférés de l'année 2022 et je trouve qu'elle en parle vraiment très bien, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. J'arriverai pas à en parler aussi bien qu'elle, mais je vais vous faire un petit résumé. Du coup, Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, c'est publié en français chez La Talente, ce sont 2 auteurs russophones, et on y suit du coup une jeune fille, Alexandra, qui est surnommée Sacha, qui va bientôt terminer le lycée je crois, et qui du coup se pose un peu des questions sur où est-ce qu'elle va aller après, et elle part en vacances avec sa mère, et à ce moment-là il y a un type
qui la suit tout le temps, qui est hyper chelou, un peu creepy le gars. Et à un moment donné, il lui dit « Je vais te demander de faire des trucs bien particuliers et il faut que tu les fasses. » Par exemple, aller nager nu à 4h du matin, tous les matins, dans l'eau du lac ou de la mer, je sais plus où elle était en vacances. Et si tu le fais pas, il va t'arriver des bricoles à toi ou à ta famille. Elle est très sceptique, elle a pas très envie de le faire et très rapidement elle se rend compte qu'elle a pas le choix. Et plus elle le fait, plus elle a des récompenses assez étranges. Elle se met à vomir des pièces d'or. Quand elle a terminé ça, à un moment donné où le gars juge qu'elle l'a fait assez souvent, il lui donne de nouveaux défis. Et au bout d'un moment, il lui dit bah super, maintenant tu peux accéder au cursus universitaire de l'université de je sais plus quelle science à je sais plus quel bled, mais vraiment un bled paumé dans la Russie. Et la mère de Sacha, elle est hyper dubitative parce que avec les résultats scolaires de Sacha, elle pouvait vraiment faire mieux, aller dans un endroit plus intéressant et elle comprend pas pourquoi s'enfermer dans un bled paumé d'une université dont on n'a jamais entendu parler. Mais Sacha joue un peu le jeu parce qu'elle se rend compte qu'elle a pas vraiment le choix au risque qu'il arrive quelque chose avec sa famille. Et donc elle va commencer à suivre ses études et à rentrer en contact un petit peu avec ses camarades de classe. Il y a une espèce d'ambiance un petit peu académique qui est assez sympa, mais c'est très dark académia, très sombre, parce que très rapidement on se rend compte que leurs cours ils sont hyper chelous, les profs sont vraiment bizarres, il y a des punitions quand on réussit pas bien, et c'est vraiment des choses à apprendre qui sont incompréhensibles, qui sont difficiles à appréhender pour le cerveau humain. On sait pas trop à quoi ça sert, il y a plein de questions auxquelles on refuse de nous répondre. Sacha va devoir évoluer dans cet enseignement qui est hyper bizarre et qui est hyper forcé, on lui laisse pas du tout le choix, avec ses camarades et avec ce que ça suppose de réussite ou non. C'était un livre hyper bizarre, un petit peu dérangeant, mais hyper captivant. Et en fait, c'était hyper dur de savoir ce qu'on attendait de ce livre, ce qui se passait, parce qu'en fait, on est comme les personnages, on comprend rien. On comprend pas ce qu'ils étudient, on comprend pas pourquoi, on comprend pas c'est quoi cette école, c'est quoi ces professeurs, c'est quoi les mystères derrière. Le fait de pas comprendre et la manière dont c'est écrit et c'est mené, ça nous captive tellement qu'on a envie de continuer en fait et on ne peut pas lâcher le livre. Paper Palace dit un truc qui était que j'ai trouvé assez juste moi aussi, que j'ai ressenti aussi. C'est un livre qui se bonifie avec le temps. Et c'est vrai que moi c'était un peu ce sentiment aussi. Je l'ai fermé, je me suis dit ok c'est un coup de cœur, mais j'étais quand même en mode qu'est-ce que je viens de lire, qu'est-ce que c'est que ça, je suis pas sûre d'avoir compris. Et parfois dans l'année j'y repensais, je me disais waouh c'était quand même un livre super cool, c'était quand même une ambiance géniale. L'ambiance, même si elle était oppressante, il y avait quelque chose d'un peu chaleureux et d'un peu enthousiasmant à lire, satisfaisant de suivre comme ça ce personnage de Sacha. Elle a une évolution qui est hyper intéressante, très très chouette, et du coup ils ont écrit un deuxième livre qui s'appelait Numérique, qui s'appelle toujours Numérique, que j'ai bien aimé mais du coup un peu moins, mais il est dans la même veine. C'est supposé être une trilogie dont les livres sont assez indépendants mais dont les concepts sont un peu similaires. J'ai bien aimé aussi mais pas autant que Vita Nostra. Vita Nostra vraiment a mis la barre super haut. Malheureusement Sergueï Diatchenko nous a quittés cette année, donc en plus du fait que c'est extrêmement triste, je sais pas trop si le troisième tome va voir le jour ou pas. On se retrouve maintenant avec le top 3 de l'année 2022. C'était un petit peu difficile de venir sur un top 3, enfin le premier livre vraiment c'est le coup de cœur intersidéral, il y a même pas à poser de questions, mais c'est vrai que les autres livres c'était des livres que j'ai adorés et c'était dur de mettre un ordre, hein. L'ordre il était vraiment là pour faire bonne figure on va dire. Mais du coup le troisième livre, il s'agit de Piranèse de Susanna Clarke qui est publié chez Robert Laffont. C'est un livre assez court et c'est un ovni ce truc, vraiment cette année la plupart des livres vraiment qui m'ont hyper plu, c'était des livres que j'ai trouvé hyper bizarres et hyper durs à décrire, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît de plus en plus, des univers très presque oniriques, un peu dérangeants, alors pas trop dérangeants mais un petit peu, quelque chose où on comprend pas trop, on se laisse un peu porter, enfin vraiment ça m'a beaucoup plu. Et donc là on suit Piranèse qui vit dans un palais qui a priori est infini avec des portes, des couloirs, des statues, et il tient un journal, des carnets dans lesquels il consigne son exploration de ce palais, puisque il s'amuse tous les jours, il en fait son devoir tous les jours d'explorer le palais, d'aller voir telle pièce, telle porte, telle statue, et d'en faire un descriptif assez détaillé dans ses journaux. Malheureusement il ne peut pas tout regarder puisque le palais semble infini, mais en tout cas il connaît déjà une très bonne partie du palais. C'est un palais qui est assez étrange, il est sur 3 étages si je dis pas de bêtises, il y a une espèce de mer au milieu, il y a plein de statues, il y a des squelettes, apparemment de gens qui sont morts là. Cependant, Piranèse vit seule dans ce palais, hormis
un autre être humain qui de temps en temps vient le voir, il est surnommé l'autre et il vient pour poser des questions à Piranèse sur le palais, sur à quel endroit on peut trouver telle statue, qu'est-ce qu'il y a à tel endroit, etc. Et Piranèse se fait un plaisir de répondre à ces questions. Piranèse, il a un regard hyper ingénu, très candide, très naïf sur le palais, sur l'autre, sur le monde, et il y a une double sensation, c'est que en même temps, on a presque envie de vivre aussi dans ce palais parce que c'est bizarre, mais en même temps c'est fantastique, c'est merveilleux, un monde infini avec des portes qui peuvent cacher plein de choses. Franchement, c'est très bucolique, mais il y a une autre part de nous qui se dit ok, il est quand même coincé seul dans un palais, on comprend pas pourquoi, où est Piranèse, ce qu'il fait là, et du coup c'est assez dérangeant. Et c'est un livre qui est hyper addictif, vraiment moi je l'ai lu super vite, c'est très immersif, et en fait on lit les entrées de journal de Piranèse, donc c'est des entrées qui peuvent être très très courtes parfois, et il y a un moment donné où il se passe un élément un petit peu déclencheur et où tout s'accélère. C'est vraiment génial, il y a presque un côté un peu enquête. Vraiment, plus je vous en parle, plus j'ai envie de le relire. C'est un livre qui est en même temps poétique et en même temps dérangeant. Vraiment, c'est hyper fou, c'est à se demander comment elle a pu imaginer tout ça, Susanna Clarke, c'est génial. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour ce livre, mais vraiment il est incroyable. Je crois que les deux derniers, vraiment, vous devez vous en souvenir, vous devez vous savoir déjà c'est lesquels si vous avez suivi un peu la chaîne cette année, parce que j'ai l'impression d'en avoir beaucoup trop parlé. Mais le deuxième, c'est Normal People de Sally Rooney, qui est ici chez Point, donc en poche. Et je vous en avais déjà parlé 1 million de fois, mais en gros, on suit deux personnages, deux adolescents en Irlande, Connor et Marianne. Et Marianne, elle est issue d'une famille un peu plus riche, mais elle se fait boulaille à l'école. Et Connor, il est dans un foyer plus modeste, avec juste sa maman qui s'occupe de lui, mais c'est un peu une star du lycée. Et donc ils se côtoient au lycée, mais ils se côtoient aussi chez eux, puisque la maman de Connor, elle fait le ménage chez la famille de Marianne. Leur histoire commence à ce moment-là, et moi c'est un livre que j'ai trouvé super touchant. Il est un peu déprimant. Il m'a mis dans un espèce de sentiment mi-déprime, je sais pas, vraiment il m'a beaucoup touchée. Le personnage de Marianne m'a tellement touchée. Il y a plein de points dans lesquels je me suis sentie en connexion avec elle. C'est un peu bête, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et je trouve que Sally Rooney, c'est donc une autrice assez jeune qui écrit pour une génération plus jeune. Et quand je dis une génération plus jeune, c'est les 20-30 ans quoi. Mais je trouve qu'elle écrit super bien. Enfin vraiment, moi tous les questionnements qu'elle aborde me parlent beaucoup. Elle parle de sexisme, elle parle de lutte des classes, elle parle de ce sentiment où tu quittes le lycée, où tu quittes la fac et tu sais pas quoi faire de ta life, où tu trouves que ça a pas trop de sens de taffer comme un chien. Et toutes ces questions, c'est des questions qui m'ont vraiment beaucoup touchée parce que c'est des questions auxquelles je me suis déjà retrouvée confrontée en fait ces dernières années. Elle parle de dépression, elle parle de plein de choses qui touchent les jeunes, et probablement pas que les jeunes, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de questionnements de notre génération. Je dis notre, mais la mienne, je sais pas c'est quoi la vôtre. Et c'était super touchant et très bien fait. Je sais que Sally Rooney, c'est un peu ça passe ou ça casse. Vraiment, moi, ça passe, mais à 300%, je suis devenue fan. Vraiment, j'adore cette autrice, j'adore son style, j'adore les personnages qu'elle nous crée, et ils sont hyper complexes, et ils sont hyper attachants, ils ont des zones d'ombre, et ils sont pas tout lisses et caricaturaux, et on les suit vraiment sur plusieurs années, les personnages, à raison de quelques chapitres par-ci par-là dans leur vie de temps en temps. Du coup, c'est très intéressant de voir leur évolution, dans leur relation à eux, dans leur relation aux autres, et dans leur relation à eux-mêmes, et dans leur questionnement, et dans les épreuves qu'ils traversent. C'est hyper touchant, vraiment, c'est un livre qui m'a trop fait pleurer. Il était en même temps hyper dur et en même temps hyper génial. Ouais, vraiment, pour moi, c'est un peu Sally Rooney, elle écrit des romans, c'est des hymnes de notre génération, je trouve, clairement. C'est peut-être un peu abusé, mais non, clairement. Et du coup, il y a eu une série que j'ai pas encore regardée parce que rien que les extraits et rien que le livre me font un peu bader, donc j'ai pas non plus envie de pousser le bouchon, mais vraiment, je suis fan. Et on termine avec le dernier livre. Est-ce que vous aurez deviné c'est lequel? Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné. Il s'agit de La mer sans étoiles, que j'ai ici en anglais, The Starless Sea. Je l'ai aussi en français, mais en fait, histoire un petit peu rigolote, Erin Morgenstern, elle a aussi écrit Le Cirque des rêves, que j'avais adoré, et du coup quand j'ai vu qu'elle écrivait un nouveau livre il y a de ça 3 ans maintenant, début 2020 je crois, j'étais trop contente, je l'ai commandé en anglais, sauf que j'ai mis 10 piges à le lire, et quand enfin je me suis dit je vais le lire,
il était sorti en français. Quand enfin j'ai voulu le lire en français, il était sorti en poche, enfin bref. Du coup il est sorti en poche aussi, je l'ai lu en grand format en français. C'est avec plaisir que je le relirai en anglais parce que vraiment il est incroyable, il est magnifique. Ce serait super dur de vous résumer l'histoire mais je vais essayer. On suit Zachary qui est un étudiant en doctorat sur les jeux vidéo, je crois que c'est sa thèse, un truc comme ça. Et il aime beaucoup lire. Un jour il va à la bibliothèque de son université et il trouve un livre qui n'a pas d'éditeur, pas d'auteur, assez mystérieux ce livre, et il le feuillette un peu, il y a des contes dedans. Et il y a le troisième conte qui est très étrange parce qu'il relate un souvenir de Zachary, un moment de sa vie, où quand il était plus jeune, il est passé devant une porte qui avait l'air vraiment merveilleuse, très étrange, comme peinte sur un mur, et il a eu envie de l'ouvrir mais il l'a pas fait, et ça l'a un petit peu travaillé, et quand il est revenu, la porte avait disparu. Et dans le livre, c'est écrit que cette porte menait à la mer sans étoiles, mais qu'il n'y a pas encore été, et du coup, pas encore. Sous-entendu qu'il allait y aller. Et donc il se questionne pourquoi ce livre parle exactement d'un moment de ma vie, tous les détails coïncident, ma mère, l'appartement où on habitait, etc., etc. Et qu'est-ce que c'est que la mer sans étoiles? Donc il commence à faire des recherches, et il se retrouve de recherche en recherche, mené à rencontrer des personnes très étranges, des sociétés secrètes trop bizarres, des bals masqués littéraires à New York, pour enfin découvrir la mer sans étoiles et ce que c'est que la mer sans étoiles. Le résumé, c'est ça. Après, on commence à partir dans le spoil et des choses comme ça. Mais vraiment, le livre, il en dit beaucoup plus. C'est un livre sur l'amour des livres. C'est un livre sur l'amour des histoires. Il y a plein de citations hyper belles. Moi, ce qui m'a vraiment le plus plu, c'est que le livre, il est composé donc de l'histoire de Zachary, mais entre chaque chapitre de Zachary, il y a des contes que Erin Morgenstern a écrit, des contes sur l'univers de la mer sans étoiles, qui du coup rendent l'univers hyper dense, hyper complet et hyper magique. Et c'est une magie qui est hyper poétique, hyper douce, c'est pas genre de la grosse fantaisie avec des chevaliers, des trolls, des trucs comme ça, mais on ressent que c'est magique, c'est très lyrique et très onirique. Vraiment, onirique, c'est le mot exact. On peut pas trouver un meilleur mot, je pense. Et vraiment de la poésie, de l'onirisme, de la douceur, de la tendresse, plus d'action que dans le Cirque des rêves, ce qui est vraiment très très bien. Le Cirque des rêves, c'est très très ambiance, et là il y a vraiment un côté très ambiance, mais il y a aussi beaucoup d'action, ce qui fait que c'est facile de le lire et de pas s'ennuyer. Et il y a des personnages qui sont hyper hauts en couleur, touchants aussi. Il y a des histoires d'amitié, d'amour, de famille qui sont très touchantes. Elle a ce don, Erin Morgenstern, d'écrire les relations entre les personnages qui sont très belles et très réalistes, magiques en même temps. Il est génialissime, c'est mon livre préféré de tous les temps, il a détrôné tous les autres livres, il était incroyable. J'ai eu le sentiment qu'elle écrivait ce livre pour moi, vraiment. Je pense que vous avez peut-être déjà ressenti ça, où vous lisez un livre et vous vous dites ok, ce livre me parle vraiment beaucoup. J'ai ressenti ça avec Normal People, mais du coup avec celui-là je l'ai vraiment beaucoup ressenti aussi, où j'avais l'impression qu'on me parlait à moi, que c'était des histoires qui avaient été écrites pour moi, et c'était une magie qui me parlait vraiment beaucoup, une sorte de poésie qui me parlait beaucoup aussi. J'espère qu'il parlera à autant de monde qui m'a parlé. Je pense que Erin Morgenstern, c'est un peu comme ça l'ironie, ça passe ou ça casse, parce qu'elle a un style qui est très bizarre, très ambiance, très... voilà, c'est une magie qui est pas forcément faite pour plaire à tout le monde, un univers qui est pas vraiment fait pour plaire à tout le monde. Parfois on peut se dire que c'est un peu perché, que c'est un peu bizarre, que c'est un peu tiré par les cheveux, et donc voilà, ça passe ou ça casse. Mais je pense que je pourrais difficilement trouver un livre qui touche autant mon cœur, avec des thématiques qui me touchent autant, avec des manières d'écrire et de mettre en scène un univers qui me touche autant. Sur ce, c'est terminé, j'espère que j'ai pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures coup de cœur de l'année 2022, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces 7 livres, ou si vous avez envie de les lire. En tout cas moi j'espère que je vous ai donné envie, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous fais de gros bisous.